cette réunion, c'est de vous présenter un peu l'activité de 2017, qu'est-ce qu'on en est, quels sont les niveaux d'investissement qu'on a eu cette année, de désinvestissement aussi, quelles sont les caractéristiques aussi des investisseurs qui sont dans notre industrie, qui s'intéressent à notre activité. Et par la même occasion, voir un peu les rentabilités sur les sorties qu'on a eues, avec les perspectives sur l'année 2018. Je passe la parole à Très bien, on va démarrer. Donc merci d'être venu, on va démarrer notre étude. Là en fait c'est un rapport d'activité pour l'année 2017 du secteur du capital investissement. Comme chaque année on produit ce rapport-là pour suivre l'actualité du capital investissement au Maroc, connaître les investissements qui ont été réalisés, les sorties, les levées de fonds. Et on commence comme chaque année par un petit aperçu de l'environnement général dans lequel évoluent les fonds. On commence par un petit aperçu de l'environnement international et ensuite par un petit aperçu de l'environnement national. Dans un premier temps, on va juste rappeler, là on a la liste par exemple des sociétés de gestion qui ont été prises en considération dans le cadre de notre étude, ainsi que leurs fonds. Cette année on a une actualité, on a deux nouveaux fonds qui ont été créés. C'est le fonds MPEF4 d'Afrique Invest et le fonds Méditerranéen Capital 3 de la société de gestion Méditerranéen Capital Partners. On a fait un petit slide en amont, juste pour vous présenter quelques actualités pour 2017. On a deux nouvelles sociétés de gestion qui ont été intégrées dans notre étude, qui sont Investima et PGS Invest. On a deux nouveaux fonds qui sont MPEF4 et Méditerranéen Capital 3 pour un montant total de levée de fonds de 1318 millions de dirhams. En termes d'investissement, nous sommes à 6 nouveaux investissements. On a un montant global d'investissement de 343 millions de dirhams, 9 réinvestissements pour 47 millions de dirhams et 8 sorties pour un montant global de 968 millions de dirhams. On rappelle juste que les données collectées et traitées ont été effectuées auprès de 24 sociétés de gestion et on est aujourd'hui à près de 189 entreprises qui sont investies. On passe à l'environnement économique international et national. Là, ce qu'il faut rappeler principalement, c'est qu'on est dans une reprise cyclique généralisée de l'économie mondiale qui devrait normalement se maintenir au cours des prochaines années. Il y a des conditions de financement qui sont plus favorables, il y a des politiques publiques qui sont en phase avec le rythme de croissance enregistré, même s'il y a des risques aujourd'hui qui planent autour de cette croissance qui est là, qui sont le protectionnisme accru de l'administration Trump qui impacte un peu sa relation avec les partenaires de l'économie américaine. Il y a aussi des tensions géopolitiques qui sont croissantes au Proche-Orient et avec la Russie aussi. Du coup, il y a un optimisme, mais il y a quelques risques qui planent autour de cette croissance-là. En termes de pénétration du capital investissement dans le monde, on a 3 pays qui se distinguent clairement du lot. On a le Royaume-Uni, les États-Unis et Israël, qui sont 3 pays qui sont très performants en termes de private equity. Au Maroc, on se situe en termes de pénétration à 0,04%. On fait mieux que les pays de la zone MENA, mais ce taux-là devrait être normalement apprécié pour intégrer l'ensemble des investissements qui ont été réalisés en capital. Comme cette étude porte sur les fonds qui sont membres de l'AMIC, du coup c'est un périmètre un peu plus réduit. Dans les prochaines éditions, nous allons essayer d'intégrer même les autres investissements en capital et on aura une pénétration qui est bien plus intéressante pour le Maroc. Ensuite, on a les montants levés au niveau mondial entre 2007 et 2017. Là, on voit clairement la reprise annoncée précédemment. On est sur un doublement des montants levés entre 2011 et 2017. On est passé de 226 milliards de dollars en 2011 à 453 milliards de dollars en 2017. Donc on voit clairement que les investisseurs sont dans un bon rythme de levée de fonds qui devrait se maintenir pour les années suivantes. Nous avons un petit focus sur les montants levés au niveau du continent africain. Donc on est sur un léger recul en 2017, on est à 2,3 milliards de dollars.
Mais on reste sur un rythme d'investissement qui est assez soutenu. Sur la période 2012-2017, on est sur 24,4 milliards de dollars qui ont été investis via les fonds d'investissement pour près de 1000 opérations de capital investissement. En Afrique, les secteurs les plus actifs sont le secteur des biens de consommation. On a aussi les technologies de l'information. Et récemment, il y a des fonds aussi qui se sont spécialisés dans l'éducation, qui ont essayé de construire un réseau panafricain d'éducation. Notamment, c'est l'exemple d'Actis, qui est très actif en Afrique et aussi au Maroc, et qui a levé des montants assez importants pour investir le secteur de l'éducation. Au niveau marocain, nous constatons aussi une reprise économique en 2017 qui devrait se maintenir durant les 2 prochaines années. On est sur une croissance économique enregistrée de 4% en 2017, qui a été soutenue bien évidemment par les bons résultats de la campagne agricole, par la progression de la demande intérieure et extérieure et aussi par l'attractivité du Maroc pour les investisseurs étrangers. On est sur un bon trend actuellement au Maroc qui devrait normalement se maintenir pour 2018 et 2019. Nous passons maintenant aux caractéristiques des sociétés de gestion. Là, nous avons 2 graphiques, un pour les comités d'investissement et un autre pour la répartition du capital des sociétés de gestion. Pour les comités d'investissement, ce que nous remarquons, c'est qu'il y a une confiance qui est accrue des investisseurs dans les équipes de gestion, ou une plus forte responsabilité qui est accordée aux équipes de gestion dans leurs décisions d'investissement. On passe de 44% de comités avec la présence systématique des investisseurs à 32% en 2017, 44% en 2011 et 32% en 2017. On est sur une gestion discrétionnaire à 68%. Ça veut dire qu'on est sur une maturité croissante de cette industrie, d'année en année. Par rapport à la répartition du capital, ce qui est à noter, c'est que la part des équipes de gestion elle est de plus en plus importante dans ce capital des sociétés de gestion. Et elle est aujourd'hui à 33% du capital de l'ensemble des sociétés de gestion à fin 2017. En termes d'effectifs, on est en moyenne sur 6 personnes par société de gestion, avec 4 personnes opérant dans le métier et 2 personnes en support. Pour les caractéristiques des fonds sous gestion, ce qui est à noter, c'est au niveau de la slide 18, ce qu'on remarque ici, c'est qu'il y a une prépondérance des formes étrangères et OPCC, surtout à partir de la 3e génération de fonds. On a procédé par génération. On est sur la première période entre 2000 et 2005, la deuxième entre 2006 et 2011 et la troisième entre 2012 et 2017. On a essayé de distinguer ces générations parce que la logique d'investissement elle change, les levées aussi changent et il y a beaucoup d'éléments à rattacher à ces générations-là. Les premiers fonds ne correspondent pas du tout aux fonds qui ont été créés tout récemment. Donc là, ce qu'on voit clairement, c'est qu'il y a la forme OPCC qui prend de plus en plus d'ampleur, surtout durant la 3e génération de fonds. Et cette forme-là OPCC, elle présente des avantages certains pour ceux qui veulent investir au Maroc, qui sont destinés à l'investissement au Maroc. Et pour tous les fonds qui sont destinés à l'investissement transrégional, ils préfèrent encore des formes étrangères. Ils s'installent dans des pays étrangers qui leur permettent d'avoir des optimisations et une certaine flexibilité dans leur approche d'investissement. Par rapport à la localisation des fonds, il y a une tendance. On a ici un graphique à fin 2010 et un autre graphique à fin 2017. On voit que la part des fonds localisés au Maroc tend à diminuer. Elle passe de 47% à 45%. Du coup, on a près de 55% des fonds créés à fin 2017 qui sont localisés à l'étranger. Donc ça rejoint un peu le slide qu'on a vu précédemment. Ensuite, nous avons un slide sur la nature des fonds. Ici, on distingue les fonds captifs des fonds indépendants. Nous avons un graphique à droite qui montre l'augmentation des fonds indépendants. Qui dit fonds indépendants, c'est des fonds qui ne sont pas adossés à des institutions financières qui orientent un peu leur stratégie d'investissement. On est passé de 42% à 72% pour la 3e génération.
C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de fonds indépendants qui opèrent de manière complètement, généralement autonome et indépendante d'une société mère ou d'une institution financière qui va orienter l'investissement. Ensuite, on a un graphique sur les montants levés par année. Donc, comme on a dit au tout début, nous avons 2 fonds qui ont été levés en 2017 pour un total des levées à 1318 millions de dirhams. Et si on prend l'ensemble des capitaux levés au Maroc à fin 2017, nous sommes aujourd'hui à près de 18 milliards de dirhams, dont 12,44 milliards pour le capital investissement et 5,5 milliards de dirhams pour les fonds d'infrastructure. Nous faisons une distinction dans cette étude entre les fonds infra et les fonds de capital investissement. Les fonds infra ont été intégrés dans la partie caractéristiques société de gestion et un peu dans la partie fonds. Mais pour le reste, des investissements, nous sommes concentrés sur le capital investissement pur. C'est-à-dire que les fonds qui ont destination à investir dans des PME ou dans des sociétés à taille moyenne. Dans cet autre graphique, qui ne prend pas en considération les fonds infrastructures, on voit nettement que les fonds transrégionaux s'accaparent 75% des levées pour le Maroc sur la période 2012-2017. Donc c'est une montée en puissance des fonds transrégionaux qui représentent 75% des levées sur la période 2012-2017. C'est-à-dire que les fonds qui se créent aujourd'hui au Maroc et les sociétés de gestion qui ont leur bureau de représentation ici vont aller chercher des opportunités, non seulement au Maroc, mais aussi en Afrique subsaharienne, mais aussi en Tunisie, Égypte, Algérie. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des opportunités un peu partout. Et ces fonds sont de plus en plus importants aujourd'hui. Nous avons un autre graphique sur les capitaux levés par type d'investisseur. Donc là, ce qui est important à noter, c'est que les organismes de développement internationaux sont les principaux bailleurs de fonds aujourd'hui dans ce secteur-là. Ils passent de 20% pour la première génération, entre 2000 et 2005, à 63% entre 2012 et 2017. Donc là, on voit clairement que ce secteur-là, s'il n'est pas investi par les organismes de développement internationaux, il ne connaîtrait pas ce rythme de croissance qu'il enregistre d'année en année. Et qui dit organismes de développement internationaux, il y a bien sûr la SFI, il y a la BIRD, il y a la BEI et d'autres organismes aussi. Par rapport à la nationalité des investisseurs dans les fonds, on voit que les capitaux étrangers sont très importants. Forte augmentation de la part des investisseurs internationaux à partir de la 3e génération de fonds. Près de 63% des capitaux étrangers proviennent des organismes de développement internationaux. Aussi, on voit une contraction des capitaux levés par les Marocains, qui sont liés soit à des contraintes juridiques ou de risque au niveau des institutions financières. Ça devrait pas s'inverser, mais ça devrait être préservé parce que il y aura la création de fonds dédiés au Maroc, notamment avec les fonds innovation d'Innovinvest. Et a priori, on va s'attendre à ce que les institutionnels marocains participent aussi dans ces nouveaux fonds qui vont se créer. Nous allons passer maintenant aux investissements qui ont été réalisés. Dans ce graphique, on a à droite le nombre des nouveaux investissements et à gauche les montants investis et réinvestis. Donc on voit bien qu'en 2017, il y a 6 nouveaux investissements et pour un montant global de montants investis et réinvestis de 343 millions de dirhams. Les réinvestissements concernent 9 actes de réinvestissement. En cumul, pour les 189 entreprises investies, nous sommes sur un montant global aujourd'hui de 6,6 milliards de dirhams. Par rapport aux zones géographiques des entreprises investies, il y a une forte concentration encore au niveau de la région Casablanca-Stade qui s'accapare 68% des investissements réalisés à date, en cumulé.
Il y a d'autres régions qui commencent à prendre de l'ampleur, mais c'est encore assez timide. Il y a la région Rabat-Salé-Kénitra avec 8%, et la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima avec 8% aussi. Généralement, les fonds procèdent par opportunité, c'est-à-dire qu'ils restent ouverts à l'investissement dans toutes les régions du Maroc, mais comme la plupart des entreprises sont concentrées dans la région Casablanca-Stade, on voit clairement que c'est dans cette région qu'il y a le plus grand nombre d'investissements. Là, nous avons un autre slide sur les zones géographiques qui prend par génération et avec une distinction en nombre et en valeur. Ce qu'on voit ici et ce qui est intéressant, c'est que la part de la région Casablanca-Stade tend à diminuer d'une génération à l'autre. En valeur, par exemple, on passe de 77% entre 2000 et 2005 à 65% entre 2012 et 2017. C'est-à-dire qu'il y a d'autres régions qui prennent de l'ampleur et ces fonds d'investissement ont tendance aussi à aller voir ce qui se passe dans ces régions-là et à investir dans ces autres régions. Par rapport au secteur, donc là on a un graphique à gauche sur un cumul à fin 2017 et celui à droite sur les investissements réalisés par génération. Donc on peut dire qu'il y a une diversification quand même des secteurs investis par les fonds. Il y a quelques secteurs phares, notamment les services et transports, la construction BTP, distribution et négoce, ainsi que l'industrie agroalimentaire qui représente une bonne part des investissements réalisés par les fonds. Et ces dernières années aussi, il y a quelques secteurs qui commencent à intéresser les fonds. Il y a notamment la santé et l'éducation. C'est-à-dire que ces deux secteurs, suite au récent changement dans la réglementation qui ouvre le capital à des investisseurs privés, il y a un engouement pour ces deux secteurs-là. Par exemple, dans la dernière génération, on remarque qu'il y a 9% des investissements dans le secteur de la santé, et qui n'étaient pas aussi présents dans les générations d'avant. Dans ce slide-là, on passe au stade de développement des entreprises investies. S'il y a des questions, vous pouvez intervenir. Pour les stades de développement, donc là on distingue les 5 stades classiques. Il y a l'amorçage, le risque, le développement, la transmission et le retournement, c'est le cycle de vie d'une société. On voit clairement que la plupart des fonds investissent dans des entreprises en stade de développement. Ça représente 74% des investissements réalisés à fin 2017. Ensuite arrivent les entreprises en stade de transmission avec 18%. On a 6% pour les entreprises en stade risque et 1% pour l'amorçage et le retournement. C'est-à-dire qu'on reste avec il y a une présence quand même en amorçage et le risque, mais une prépondérance au niveau du stade de développement. Ça s'affiche. Dans ce slide-là, on s'est intéressé à la répartition des entreprises par tranche de capital acquis. L'intérêt de ces graphiques-là, c'est de voir dans quelle logique s'inscrivent les fonds quand ils investissent dans les sociétés. Il y a ceux qui vont être majoritaires quand ils vont rentrer dans les sociétés et ceux qui vont préférer rester minoritaires. Donc là, ce qu'on voit d'une génération à l'autre, c'est qu'il y a une hausse des participations minoritaires d'une génération à l'autre. À gauche, on a en nombre et à droite, en valeur. Et on est par exemple sur la génération 2012-2017 à près de 87% des investissements réalisés dans on a des participations minoritaires dans les investissements réalisés. Majoritaire, c'est bien sûr quand on prend le contrôle de la société. Minoritaire, on est là, mais on ne contrôle pas la gestion et tout ce qui va avec. Ensuite, on est passé à la répartition des entreprises par taille de transaction. Donc là, on s'est intéressé au ticket d'investissement. On a distingué 5 tranches. Il y a les tickets inférieurs à 10 millions, les tickets entre 10 et 20 millions, entre 20 et 50, entre 50 et 100 et supérieurs à 100 millions.
Donc, on voit qu'il y a une augmentation du nombre de transactions de plus de 50 millions de dirhams entre la deuxième et la troisième génération de fonds. On est passé de 19% à 29%. Donc il y a de plus en plus de gros tickets investis par ces fonds. À droite, on a un petit aperçu des tickets inférieurs à 20 millions et des tickets supérieurs ou égaux à 100 millions. Ici, ce qui est intéressant, c'est que pour les petits tickets inférieurs à 20 millions, on a quand même 40% qui se situent entre 0 et 5 millions de dirhams. Ça veut dire que cette industrie aussi vient en soutien du capital amorçage, c'est-à-dire des petits projets qui viennent d'être lancés et qui nécessitent un accompagnement au départ. C'est-à-dire même si on a une prépondérance du capital développement, il y a quand même beaucoup qui gardent cet investissement dans les entreprises en stade primaire, si on veut, de développement. Concernant le ticket moyen d'investissement, là on a distingué le ticket moyen pour l'amorçage et le risque et le ticket moyen pour le développement, transmission et retournement. D'une génération à l'autre, ici par exemple, on voit clairement qu'on augmente d'une génération à l'autre le ticket moyen. On est passé par exemple pour l'amorçage et le risque de 6 millions de dirhams à 13 millions de dirhams entre la première et la troisième génération. Et pour le développement, transmission, retournement, on est passé de 14 millions de dirhams à 52 millions de dirhams. On a plus que triplé le ticket moyen. Donc on est aujourd'hui globalement sur des tickets un peu plus grands qui reflètent un peu l'état de l'économie, la croissance qui est enregistrée au Maroc, mais aussi au niveau de valorisation des entreprises investies au Maroc. Nous passons maintenant au désinvestissement. On est en 2017 sur une année record de désinvestissement. On est à 968 millions de dirhams. C'est une hausse de 372% par rapport à l'année dernière. Il y a eu de belles sorties en 2017 qui ont fait qu'on est à près d'1 milliard de dirhams de montant désinvesti pour cette année-là. Et on cumule, à date d'aujourd'hui, les désinvestissements ont atteint 3,4 milliards de dirhams, soit près de 51% du montant global investi par l'industrie. On est sur des niveaux qui sont très intéressants et ça montre aussi la maturité atteinte aujourd'hui par ces fonds dans leur gestion et dans les sorties, parce qu'il ne suffit pas de rentrer dans une société, il faut aussi bien sortir de la société. Et là, l'année 2017 a été une belle année. Par rapport au mode de désinvestissement par génération, il y a des modes de désinvestissement qui se distinguent. On remarque une augmentation du nombre de sorties auprès des industriels et du marché secondaire entre la deuxième et la troisième génération. On est passé par exemple en valeur de 25% à 43% pour les industriels et de 3% à 36% pour le marché secondaire. Le marché secondaire, c'est quand un fonds cède sa participation dans une société à un autre fonds. C'est-à-dire qu'il y a un échange de parts dans le capital des sociétés investies. Et il y a aussi une baisse des IPO, des introductions en bourse. Ces dernières années, il y avait de belles sorties en 2012-2013, mais depuis, il n'y a pas eu de sortie enregistrée en bourse. On devrait s'attendre à ce que ce soit plus intéressant pour les années qui suivent. Là, on a une autre valeur sur le mode de désinvestissement en cumulé, en valeur et en nombre. Donc là, en valeur, donc ça confirme ce qu'on a dit avant. Il y a 38% à fin 2017 des cessions qui sont effectuées auprès des industriels, 31% en introduction en bourse, 19% au niveau du marché secondaire en valeur. Au total, à fin 2017, nous sommes quand même à 110 actes de désinvestissement qui ont été enregistrés. Par rapport à la performance des sorties réalisées,
on est à fin 2017 sur un TRI brut de 14,8%, en amélioration par rapport à l'année dernière. On était à 13%. Donc il y a eu les sorties qui ont été réalisées en 2017 qui se sont rajoutées à ce TRI. Ici, on parle bien de TRI brut moyen des sorties réalisées et pas encore de TRI fonds. Quand on aura assez d'éléments sur les TRI fonds, on va communiquer sur les TRI fonds. Mais aujourd'hui, on est sur un TRI brut moyen fin 2017 à 14,8%. Il y a aussi le multiple. On est sur un multiple aujourd'hui de 2, avec une distinction des multiples par stade. Pour l'amorçage et le risque, on est à 1,2 fois. Développement, on est à 2,4 et transmission à 1,6. Et en moyenne, on est sur une durée d'investissement de 6 ans. C'est-à-dire entre le moment où le fonds entre dans le capital d'une société et le moment où il ressort, il y a environ 6 années à rester dans ces entreprises-là. Il y a aussi une analyse à droite sur le TRI brut par stade et une autre sur un TRI moyen non pondéré par quartile. On a un premier quartile qui se situe au niveau à un taux de moins 11%, le deuxième au niveau de 6%, le troisième quartile à 17%, et le quartile le plus performant, il est à 37%. On va terminer par l'impact économique et social des entreprises investies par les fonds. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au chiffre d'affaires et des effectifs des entreprises investies. Ici, l'échantillon concerne environ 100 entreprises qui ont été investies par les fonds. Nous sommes sur un TCAM, taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires des entreprises investies à fin 2017, de 14,9%. Et en termes d'effectifs, nous sommes sur un TCAM à fin 2017 de 16,7%. Ça veut dire que les entreprises qui ont été investies par les fonds ont enregistré une croissance moyenne annuelle en termes de chiffre d'affaires de 15% environ et de 17% pour les effectifs. C'est-à-dire qu'il y a un impact qui est là, qui est présent, qui est visible, que ce soit en termes d'effectifs que de chiffre d'affaires. Il y a une analyse qui a été faite ici par stade de développement et une autre par secteur. On précise à chaque fois le nombre d'entreprises qui sont prises en considération dans l'indicateur qui est visible dans les graphiques. Donc, on a par exemple les 3 secteurs qui ont enregistré les meilleures croissances du chiffre d'affaires. On a les services, distribution et négoce, et il y a les autres industries. Dans les autres industries, il y a l'emballage, il y a l'aéronautique, il y a l'éducation, il y a toutes sortes d'industries qui n'ont pas été, qui représentent peu en termes de parts, mais qui ont été regroupées dans cette rubrique-là. Après, on passe à l'amélioration des indicateurs en termes de responsabilité sociale et environnementale des entreprises investies. Donc là, on s'est intéressé à ces indicateurs-là au moment de la prise de participation et à fin 2017. Par exemple, pour le plan annuel de formation, on est passé de 25% au moment de la prise de participation à 70% à fin 2017, c'est-à-dire l'existence d'un plan annuel de formation. Ensuite, on s'est intéressé à la gestion prévisionnelle des emplois effectifs et compétences. Donc là encore, on est passé de 19% à 43%. Pour l'existence d'une charte d'éthique et de valeur, on passe de 26% à 64%. Pour les actions engageant l'entreprise sur le plan sociétal, on passe de 12% à 22%. Pour les actions pour la protection de l'environnement, on passe de 13% à 33%. Donc ces indicateurs-là, en fait, reflètent la sensibilisation, si on veut, des fonds au niveau des entreprises investies pour l'amélioration de leur prise en considération de l'aspect sociétal, environnemental et aussi de formation et d'accompagnement des ressources dans ces sociétés-là. Donc il n'y a pas que le financement qui est apporté à ces entreprises, il y a aussi un accompagnement en parallèle. Par rapport à la gouvernance, là, on s'approche à 100% pour l'ensemble des critères qui sont pris en considération, que ce soit pour l'audit de l'entreprise,
la mise en place de comités de suivi d'activité, d'outils de reporting, d'indicateurs de performance et des tableaux de bord, ou la politique de définition et de suivi des budgets. On est sur des niveaux voilà, de 100%, 93%, 99%, 98%, 99%. C'est-à-dire que quand le fonds décide d'entrer dans une société, il met en place un système de gouvernance qui va lui permettre de suivre l'activité de l'entreprise, mettre en place les modes, les organes de gouvernance nécessaires à l'accompagnement et à la réalisation de la performance attendue au moment de la sortie. Enfin, on va passer aux prévisions pour 2018. Là, on a posé la première question au fond par rapport aux principaux défis pour 2018. Donc là, on voit que les deux principaux défis sont l'investissement pour 32% des sociétés de gestion interrogées et 28% en levée de fonds pour ces sociétés de gestion. Donc c'est les deux principaux défis, l'investissement et la levée de fonds. Ensuite, on a un graphique sur les zones d'investissement prioritaires pour les fonds transrégionaux. Donc là, on voit clairement que le Maroc est la destination principale d'investissement pour ces fonds. Ensuite arrive l'Afrique subsaharienne, suivie par la Tunisie, l'Égypte et l'Algérie. Donc il y a le Maroc et l'Afrique subsaharienne qui représentent plus de 50% des zones d'investissement prioritaires pour ces fonds. Et après arrivent les autres pays du Maghreb. Ensuite, on a posé la question, quand avez-vous prévu la levée d'un nouveau fonds? On voit que près de 65%, la levée de fonds est imminente en 2018 ou 2019. Pour 30%, ils n'ont pas encore planifié la levée d'un nouveau fonds, mais il devrait y avoir des levées de fonds pour les 2 prochaines années. Par rapport à la sortie de la majorité des entreprises du portefeuille des fonds, là aussi on voit clairement que ça devrait se faire en 2018 et en 2019. Il n'y a que 11% qui nous répondent, qui n'ont pas encore planifié la sortie dans les 2 prochaines années. Il y a une autre question sur les secteurs qui devraient être investis dans les 5 prochaines années. Donc là, on va citer par exemple les 5 secteurs qui semblent intéresser le plus ces investisseurs. Il y a en premier les nouvelles technologies, il y a l'agroalimentaire, il y a la santé, la distribution et les services. Ces 5 représentent plus de 50% des secteurs qui devraient être investis dans les prochaines années. Par rapport aux régions, dans ce graphique-là, on voit clairement qu'il n'y a pas de concentration au niveau d'une seule région. Les fonds sont ouverts à l'investissement dans toutes les régions du Maroc. Il y a des régions qui semblent intéresser un peu plus que d'autres, notamment la région Casa-Stade, Rabat-Salé-Kenitra, Marrakech-Safi ou Tanger-Tétouan Al-Hoceima. Mais c'est juste parce que ces régions sont un peu plus dynamiques que les autres régions. Mais s'il y a des opportunités à l'oriental ou dans les régions du sud, normalement les fonds n'ont pas une contrainte géographique ou régionale en ce sens. Là, nous avons un petit graphique qui reprend par volet les principaux chiffres, que ce soit en termes de levée, d'investissement, de désinvestissement, d'impact économique et social et de performance. Donc là, c'est un slide synthèse. Et nous allons terminer par tous les deals qui ne font pas partie du périmètre de l'étude, mais qui concernent le capital investissement. Donc là, on en cite 6 qui sont récents au Maroc. Il y a le deal réalisé par Ametis au niveau du groupe Premium pour un investissement d'environ 220 millions de dirhams. Ensuite, on a la société d'investissement Investec Asset Management qui a racheté la totalité des actions de SGL Maghreb pour un montant global de 40 millions d'euros. On a Tana qui a augmenté le capital du groupe Kitea pour un investissement d'environ 20 millions de dollars. Sana Éducation avec le développement du campus scolaire EIC Almaz pour un ticket de 120 millions de dirhams.
Euromena dans Retail Holding pour un montant de 22 millions de dollars. Et Actis, là encore dans l'éducation, qui est entré dans le capital de l'EMSI, qui est une école d'ingénierie au Maroc. Et Actis, au fait, ils sont très engagés au niveau africain, on les a cités précédemment, et ils développent un réseau panafricain d'établissements privés et d'universités dans plusieurs pays. Et ils sont engagés à déployer environ 275 millions de dollars pour réaliser ce réseau panafricain d'éducation. Donc on voit ici qu'il y a l'éducation qui est présente, il y a la distribution, la logistique, la franchise et aussi des holdings qui sont investis par d'autres fonds. Pour la plupart, c'est des fonds étrangers qui investissent au Maroc, qui ne font pas partie du périmètre de l'étude, mais qui sont importants de rappeler dans le cadre de cette étude, parce qu'ils opèrent de la même manière, c'est juste qu'ils n'ont pas de bureau de représentation au Maroc. Du coup, ils ne sont pas pris en considération dans les traitements que nous avons effectués. Enfin, il y a un petit glossaire et des acronymes pour les termes utilisés dans ce rapport. On vous remercie pour votre présence et s'il y a des questions, nous sommes là. C'est Omar, donc floor is yours. Moi, j'ai une question. Il y a un chiffre qui bien sûr. me saute un peu aux yeux, c'est la prépondérance du capital développement à hauteur de 74%. Oui. Quelle lecture peut-on avoir de ce chiffre? Est-ce que les fonds d'investissement n'est pas prendre de risques? Parce que forcément, ce n'est pas la phase la plus risquée, on va dire. Exactement. En fait, aujourd'hui, je pense que le capital risque ne veut pas dire prendre du risque, ça veut dire gérer les risques, donc éliminer les risques. Donc notre métier n'est pas de faire que du risque. Ce qui a noté, c'est vrai que votre remarque est très adéquate, c'est que, et d'ailleurs c'est quelque chose sur laquelle on a travaillé pendant quelques années, qui aujourd'hui commence à porter ses fruits. La plupart des fonds opèrent dans le capital développement et le capital transmission. Il n'y en a pas beaucoup dans le capital risque. Et si vous avez vu la dernière initiative qui a été portée par la Caisse centrale de garantie pour les fonds Innovinvest, et qui, elle, adresse spécialement l'activité de capital risque. Donc ils ont lancé un appel d'offres. Donc il y a deux fonds qui vont être lancés bientôt. On connaît à peu près les montants, c'est à peu près dans les 800 millions en sous-gestion, qui vont être adressés au capital risque. Et à côté de ça, la CCG aussi accompagne des fonds qui veulent opérer sur ce volet-là en investissant dans ces fonds à hauteur de 50 millions de dirhams par fonds. Donc aujourd'hui, il y a presque 4 fonds qui vont sortir en 2018, qui sont en train d'être levés, et ce sera des montants assez conséquents pour le capital risque. Ceci dit, il y a eu pas mal d'investissements au capital risque. Maintenant, quand on regarde, parce que c'est vrai qu'on vous regardez en valeur, les investissements au capital risque, c'est des petits tickets. Et quand vous regardez en valeur, c'est des tickets entre 5 jusqu'à 5 millions de dirhams, entre 1 à 5. Alors quand vous faites juste un investissement au capital développement, vous êtes sur des tickets de 50. Donc en valeur, ça représente beaucoup, mais en nombre, vous allez trouver quand même qu'il y a pas mal de capital risque. En fait, il y a 3 composants: capital risque, développement et transmission. Sur le risque, on appelait ça le parent pauvre, il n'y avait pas d'investisseurs. Là, avec cette initiative d'Innovinvest, il commence à y avoir 4 fonds, 800 millions, c'est quand même significatif pour des jeunes entreprises. Le développement, c'est le métier traditionnel des fonds d'investissement. C'est accompagner en étant minoritaire dans une stratégie de croissance interne ou externe d'entreprise. Donc c'est normal qu'on soit à prépondérance dans la transmission, dans le développement. Dans la transmission, c'est plutôt des deals majoritaires qui nécessitent des compétences particulières et des modes d'intervention différents qui vont commencer. Enfin, il y a quelques tentatives qui ont été faites, mais c'est quelque chose qui va voir le jour davantage dans le futur. Pour l'instant, on est plus dans les générations de fonds en capital développement minoritaire. Peut-être la transmission viendra plus tard. Mais le capital risque est servi, à partir de maintenant, il est servi correctement. Et même quand on regarde de par le monde, même pour les autres pays même développés, on prenait la France, le plus gros investisseur au niveau de la classe capital risque,
c'est des initiatives publiques, c'est beaucoup d'argent public. Parce que effectivement, c'est risqué. Donc, il y a beaucoup d'argent public qui part dans ce type d'investissement et qui leverage un peu le privé, qui crée un différentiel de rendement pour attirer du privé et essayer d'adresser cette classe d'actifs. Par rapport aux perspectives, il y avait une question sur les zones d'investissement prioritaires et il y a donc 24% pour l'Afrique subsaharienne. Mais quelle région précisément? Est-ce qu'il y a une préférence pour l'Afrique francophone ou anglo-saxonne? Je pense aujourd'hui, ça c'est un questionnaire qui était adressé aux fonds transrégionaux. C'est des fonds qui sont régionaux, donc, et qui ont, en plus de la poche marocaine, ils ont des poches qui opèrent soit sur le Maghreb, soit sur l'Afrique subsaharienne. À ma connaissance, aujourd'hui, au niveau des fonds transrégionaux, il n'y a pas d'Afrique francophone ou d'Afrique. Bon, les gens restent quand même ouverts. C'est vrai qu'à partir du Maroc, on est plus dans l'Afrique francophone que la partie anglophone, qui normalement elle est plus adressée par des opérateurs qui viennent d'Afrique du Sud ou d'Afrique australe. Après, il y a un graphique je vous vois en train de regarder le graphique sur les régions du Maroc. Là, c'est ce que les gestionnaires espèrent. Ils espèrent investir dans différentes régions. Donc, c'est équiréparti. Mais la réalité, on l'a vu avant, c'est plus concentré sur Casa, Rabat, Tanger que sur le reste du royaume, en fonction des opportunités. En fait, par rapport aux zones d'investissement, il y a la zone Tanger-Tétouan qui apparaît à partir de la deuxième génération. Voilà. Est-ce que justement cet encouragement à l'investissement, est-ce qu'il est lié au plan levé par l'État ou là c'est juste une coïncidence? Je pense qu'au niveau peut-être que c'est lié je ne peux pas vous dire c'est quoi l'opportunité, c'est quoi l'investissement qui a été fait là-bas, mais je pense que c'est SGL à l'époque, c'était dans la logistique. Donc, quand je dis la logistique, c'est peut-être lié à l'industrie automobile, c'est lié à l'industrie de Renault, par exemple. Mais aujourd'hui, je pense que la répartition qui a été faite, qui est la réalité, c'est que quand un fonds trouve une opportunité, même si elle est à n'importe quoi, au fin fond de l'Atlas, il va investir si l'opportunité est intéressante. Maintenant, ça représente aussi, quand on regarde avec un peu de recul, ça représente le Maroc. Toute l'activité est entre Casa, Rabat, les grandes villes. C'est vrai que et Tanger pour l'industrie. Voilà, et sur l'oriental et tout ça, c'est quand même des régions où il n'y a pas beaucoup d'industrie, il n'y a pas beaucoup de... Ça correspond un peu au mapping industriel et des opérateurs au Maroc. En fait, historiquement, les sociétés de gestion opéraient simplement dans un périmètre, disons, de 200 km autour de Casa. Voilà, grosso modo, c'est là où ils cherchaient. Après, de plus en plus, ils ont commencé à regarder ailleurs. Parce qu'ailleurs, il y a des opportunités, il y a des plans effectivement d'investissement initiés par l'État ou encouragés par l'État qui ont ouvert des ponts industriels. Et donc, on regarde davantage ce qui se passe ailleurs. Mais on n'empêche, comme l'a dit Hassan, s'il y a une opportunité n'importe où au Maroc, on ira la chercher. C'est une question d'opportunité, ce n'est pas une question de choix délibéré de société de gestion. C'est peut-être aussi grâce à l'émergence de la zone offshore. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai une question. C'est pareil, Hanafi 2024. Moi, ma question est par rapport au taux de pénétration du capital investissement qui demeure toutefois assez faible, même si on inclut les sociétés ou les fonds hors périmètre de la Ligue. C'est ça. Donc, à quoi est-ce dû déjà? Et est-ce qu'il y a des pistes pour développer un petit peu la présence du capital investissement au Maroc? En fait, aujourd'hui, il faut comparer le comparable. C'est vrai que les chiffres qu'on a donnés sur les autres pays, on va dire, c'est de l'investissement dans le non-coté. C'est pas juste de private equity. Nous, ce qu'on a pris ici, c'est les sociétés. La MIC, il faut dire qu'on a des critères un peu assez sélectifs. C'est que les chiffres qui sont donnés, c'est des sociétés qui opèrent dans le private equity, qui ont leur siège social, un bureau, on va dire, au Maroc, et qui sont membres de la MIC. Ça, c'est les gens, c'est-à-dire, c'est pour ça que vous voyez Investec, par exemple, qui a acheté SGL.
Elle n'a pas de bureau au Maroc, donc ces chiffres ne sont pas intégrés. C'est 400 millions de dirhams. Vous voyez Actis, il a acheté MC, il a acheté, je sais pas, Mondiapolis, je sais pas quoi, Mondiapolis. C'est des gros tickets, ils sont un engagement de 215 millions, ils ne sont pas intégrés parce qu'ils n'ont pas de bureau, par nos calculs. Mais quand on prend l'ensemble des transactions qu'on vous a présentées à la fin, Investec, Tana, avec Kitea, là, quand même, ça représente autour de 2 milliards, d'après les chiffres que j'ai eu là-bas, plus les 450 qu'on nous on a investi. Et ça, j'enlève même les transactions à nos côtés qui ont été faites par l'OCP sur des opérations, des family office. Donc, les chiffres, c'est vrai que ça part, mais nous on prend que les chiffres que nos chiffres pour se comparer. Et avec ça, on est dans la borne, on est supérieur à la région MENA. Mais je pensais à un périmètre plus pas les États-Unis, des pays où le capital. Je suis d'accord. Il faut avoir l'économie des États-Unis pour se comparer avec les États-Unis. Voilà, Oui, donc oui, après. Non, on peut se comparer à l'Afrique du Sud. On peut se comparer à l'Afrique du Sud, on se compare avec la Turquie. Mais bon, La les Turquie. États-Unis, je pense que même la France a des problèmes avec les États-Unis, donc avec les chiffres des États-Unis. Je suis ambitieuse. C'est bien, mais Le comparable pour nous, c'est plutôt la région MENA. MENA, la Turquie, l'Afrique du l'Afrique du Sud. Sud. Voilà, ça, donc ça, on peut se comparer. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport justement à l'Afrique du Sud, la Turquie, et pas que la région MENA justement? Aujourd'hui, sur le Maroc, je vous ai dit, si on intègre l'ensemble des chiffres, on va être supérieur même Sur à la l'Afrique du Turquie, Sud. on peut remettre la slide 11. Sur La Turquie, on va être supérieur. supérieur à la Turquie. L'Afrique du Sud, on va l'atteindre ou être proche. Voilà. Donc, c'est des pays, on va dire même la Turquie, on va dire l'économie turque, c'est 8 fois l'économie du Maroc. Hein, il ne faut pas oublier. La taille, le PIB, c'est 8 fois le PIB du Maroc. Donc, arriver au même niveau de pénétration du marché turc, c'est quand même assez important. Ça sera du combien? Du 0,2 Ouais, voilà, Ça va être du À 0,1. 0,1, 0,15, 0,1. voilà. En corrigeant, on peut être à 0,1. C'est-à-dire, nous, même en prenant juste le périmètre de la MIC, on est sur des niveaux honorables par rapport aux pays voisins et aux pays de la zone MENA. Mais c'est vrai que si on intègre toutes les opérations, on sera à un niveau bien plus intéressant. Beaucoup plus élevé. 0,1, 0,15% certainement de PIB. Et difficile de se comparer effectivement aux États-Unis ou avec... Mais on intègre même, c'est-à-dire aujourd'hui, toutes les transactions de Abrage dans le médical, toutes les transactions de Abrage et SFI qui sont rentrées dans Saham, ils sont sortis, on ne les prend pas en compte. Tout ça, c'est des milliards de dirhams, hein, ce n'est pas des petits montants, c'est des milliards de dirhams. C'est-à-dire si on intègre tout ça, et on l'intègre dans nos calculs, mais nos chiffres, on préfère rester sur une continuité, parce qu'on a toujours pris cette règle, donc il faut avoir une régularité dans les chiffres et avoir la même base. Voilà, la même base. Après, on pourra dire, peut-être l'année prochaine, on va dire, bon, si on incluait les autres transactions, voilà ce que ça aurait donné. Voilà avec la MIC, juste la définition de la MIC. Et voilà si on intègre l'ensemble des transactions qui ont été faites sur l'année, voilà ce que ça donne. Ça pourrait être un moyen de transaction publique, visible. visible. Voilà, visible. Voilà. Et quand vous parlez de pays de la zone MENA, c'est la Tunisie, L'Égypte, Turquie, non pas la Turquie. Middle East, North Africa. C'est le Moyen-Orient et Le Moyen-Orient et Nord-Afrique. Voilà. Et donc justement, qu'est-ce qui fait que le Maroc soit meilleur que... On peut avoir deux lectures, ou bien on a un petit PIB. C'est ou bien le ratio il est élevé, ou bien le dénominateur il est petit. Donc c'est vrai que bon, par rapport à la Tunisie, si on prend la Tunisie, l'Algérie, l'industrie est quasi inexistante, à part quelques opérateurs là, mais la Tunisie aussi, ils sont passés. Le problème, c'est que toute cette région est passée par un moment un peu difficile aussi. Hein, donc il y a une crise, même au niveau de l'Arabie Saoudite, la région. Le Golfe, il y a une tension sur les prix de pétrole, donc les gens sont un peu cash. Donc au niveau du cash, il n'y a pas beaucoup d'investissements qui ont été faits ces années.
plus de questions. Donc, à votre disposition, si vous avez d'autres questions, là, n'hésitez pas. Donc, OK. J'espère qu'on a été clair, non? Oui, clair. C'est bien? Clair, oui.